Schopenhauer n'a, lui, qu'un objectif. Il n'a qu'une raison de vivre, c'est de faire de la philosophie et d'essayer de comprendre par ses propres moyens quelque chose à l'existence. Quand il dit « la vie est un problème et j'ai décidé de consacrer la mienne à y voir clair », il a 18 ans quand il dit ça. Il a 18 ans et donc il va, entre 20 et 25, élaborer cette œuvre absolument considérable qu'est Le monde comme volonté et comme représentation. Qu'il publie quand il a 30 ans, Voilà. sur sa première édition. À la trentaine, il a fini. Et il a la conviction profonde d'avoir découvert, ça c'est la paranoïa des philosophes, mais dans son cas, elle est partiellement justifiée, il a le sentiment d'avoir découvert des vérités que personne avant lui n'avait aperçues. Il a profondément la conviction qu'il a, quand vous lisiez tout à l'heure, « Je suis celui qui a écrit Le monde comme volonté et comme représentation », il est passé dans ce livre. Il dit ceci, et qui a donné du grand problème de l'existence une solution qui remplacera peut-être les solutions antérieures et en tout cas occupera les penseurs des siècles à venir. Il y a une idée fondamentale de Schopenhauer qui fera finalement l'extraordinaire influence qu'il aura sur tous les créateurs européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, c'est cette idée que l'individu est dépassé par l'espèce, mais aussi que la raison, le désir, tout ce que nous nous racontons comme étant les sources de nos actes, ont un arrière-plan, une sorte d'arrière-fond. Il y a quelque chose qui nous mène et que nous ne voyons pas et que nous ne comprenons pas. Et ça aura effectivement sur Klee, sur Kandinsky, sur Proust et sur Chaplin aussi, et des tas d'autres, Dürrenmatt ou Strindberg, une influence absolument déterminante. Mais en ce qui concerne l'amour, cela veut dire, cette jeune fille merveilleuse qui est pleine d'attraits, que je découvre comme étant la raison d'être de ma vie et qui va désormais orienter mon existence, c'est pour Schopenhauer rien d'autre qu'une sorte de ruse des spermatozoïdes muets pour perpétuer l'espèce et faire en sorte que, quand elle sera flétrie et moi aussi, il y aura d'autres petits êtres humains vagissants qui vont recommencer et continuer. Et cela, en quelque sorte, ça rejoint l'idée de comédie et de tragédie. Il y a une comédie de l'existence humaine, une comédie des sentiments, une comédie de l'amour qui a, en même temps, il ne faut pas caricaturer les choses, même chez Schopenhauer lui-même, une cohérence. Il est évident que les amoureux sont sincères. Il est évident qu'il y a tout un registre où tout ce que l'on se dit est, sur ce registre, vrai. Mais il y a tout cet arrière-plan, cet arrière-fond, la volonté qui, pour lui, est en quelque sorte la force qui meut le monde. Il dit, si vous voulez comprendre ce qu'est la volonté, jetez un morceau de pain dans un étang où il y a des carpes, et cette image, vous voyez, des poissons en train de se jeter voracement sur la nourriture, c'est la volonté qui n'a rien à voir avec le libre arbitre, qui n'a rien à voir même avec la conscience, puisqu'il y a une volonté des planètes ou des galaxies dans le système solaire. C'est ce qui fait tenir le monde, le fait persister, c'est l'endurance des choses dans leur existence. Dans la mesure où, avec cette idée d'une volonté sous-jacente, avec également l'idée que l'amour est une ruse de la raison qui mobilise les passions, dans un vocabulaire presque hegelien, pourtant il détestait Hegel, mais cette façon qu'a l'amour d'être une ruse de la raison pour perpétuer l'espèce, on a à la fois chez Schopenhauer une intuition qui sera celle de Nietzsche plus tard, qui est l'intuition du généalogiste, faire la généalogie de nos passions, savoir en somme le ressentiment qui nous porte à adhérer à ce à quoi nous adhérons, le ressentiment ou bien au contraire l'affection, peu importe, une généalogie de nos passions. Et il y a en même temps, chez Schopenhauer, encore peut-être quelque chose qui relève d'un arrière-monde. L'idée que tous les phénomènes de la nature seraient sous-tendus par une loi invisible qui les déterminerait. De sorte que Schopenhauer est à la fois le philosophe des arrière-mondes et en même temps le premier généalogiste, c'est-à-dire le premier à étudier les phénomènes pour eux-mêmes. Qu'en dites-vous, Roger Paul Droit ? Oui, je crois il me semble que Nietzsche, sur ce point-là, a bien dit l'essentiel, c'est-à-dire il reconnaît
en Schopenhauer ce qu'il appelle un Erzieher, c'est-à-dire un éducateur, celui qui finalement a en quelque sorte ramené la philosophie sur des points que Nietzsche juge essentiels et qui pour une grande part le sont, c'est-à-dire finalement l'existence elle-même. La question que ce que Nietzsche reconnaît à Schopenhauer finalement, c'est d'être celui qui a en quelque sorte ramené la question de l'amour, de la mort, de la vie, des larmes, du sang dans la réflexion, qui a réancré la pensée dans l'existence, et ce qu'il lui reproche, et il faut, je crois aussi, insister sur ce point quand on parle de la volonté, c'est que Schopenhauer, finalement, privilégie le fait de fuir l'existence, de dire non au monde, même s'il lui-même ne le fait pas, il place la plus haute réalisation humaine dans l'ascétisme, dans le refus de la vie, dans le fait de dire non au monde. Et c'est en cela qu'aux yeux de Nietzsche, il reste chrétien. Absolument, et c'est en cela aussi qu'il appartient finalement à ceux qui disent non à la vie, chrétiens ou bouddhistes, puisque Schopenhauer est aussi le grand responsable d'une sorte d'annexion du bouddhisme au nihilisme, travaillant sur les textes disponibles en son temps. Il voit, dit-il, une extraordinaire concordance, une Übereinstimmung, la concordance entre son œuvre et celle des bouddhistes. Je crois qu'il ne faut pas entendre là que Schopenhauer est bouddhiste, mais qu'il dit les bouddhistes sont les premiers schopenhauériens. Je suis de ces lecteurs de Schopenhauer qui, dès la première page, savent avec certitude qu'ils liront toutes les autres et prêteront l'oreille au moindre mot qu'il ait jamais dit. Ma confiance en lui fut immédiate et elle est encore la même qu'il y a 9 ans. Je le compris comme s'il avait écrit pour moi, pour m'exprimer de manière intelligible, mais immodeste et folle. C'est pourquoi je n'ai jamais trouvé de paradoxe chez lui, tout au plus, ça et là, une petite erreur. Roger-Paul Droit est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine sur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, le génial Schopenhauer. Le texte, Roger-Paul Droit, que je viens de lire est extrait de Schopenhauer éducateur. C'est la troisième considération inactuelle de Nietzsche. C'est un texte d'éloge, c'est un texte d'amour. Nietzsche n'a pas encore décapité Schopenhauer, comme il n'a pas encore d'ailleurs décapité Wagner, dont on a entendu quelques mesures. Roger-Paul Droit, il y aurait beaucoup à dire, et on le fera cette semaine, sur le lien de Nietzsche à Schopenhauer, peut-être 2 points communs essentiels, la musique et encore une fois la misogynie. La musique, la misogynie, et puis ce rapport, je crois plus peut-être, alors bien sûr, là, quand Nietzsche dit « sans la musique, la vie serait une erreur », c'est qu'il y a une proximité extrême entre vie et musique, et je crois que le point central, c'est probablement pour Schopenhauer comme pour Nietzsche, le rapport entre la pensée et la vie comme matériau, mais aussi comme perspective. Et il y a ce moment d'illumination qu'éprouve Nietzsche en lisant Le monde comme volonté et comme représentation, et le texte Schopenhauer éducateur, le texte de Nietzsche, est effectivement le récit, en quelque sorte, reconnaissant de cette rencontre. Il fait de Schopenhauer celui qui l'a orienté, guidé vers la philosophie et qui a, en quelque sorte, réveillé profondément sa fibre philosophique. Mais ensuite, il lui reproche justement de dire non à la vie, de n'être pas dans le grand oui, la grande acceptation, et de vouloir, au nom de la tragédie, finalement épurer les choses, éteindre le désir. Et il y a ce fragment qui doit être contemporain de Naissance de la tragédie dans les Posthumes en 1872, si ma mémoire est bonne. Nietzsche a cette phrase « Seule la tragédie peut nous sauver du bouddhisme ». Eh bien, il me semble qu'il y a d'un côté la tragédie, ce sont les Grecs, mais c'est aussi, en un sens,
tout ce que Nietzsche lui-même choisit du conflit, de la violence, du rapport au conflit et à la force. Et du côté du bouddhisme, il y a dans son esprit, à cette époque-là, évidemment, Schopenhauer, le refus de la souffrance, et ce que bientôt Freud lui-même appellera le principe de nirvana. Dans les rares moments où je me croyais malheureux, c'était pour ainsi dire par suite d'une méprise, d'une erreur de personne. Je me prenais pour un autre, un professeur libre, qui ne peut obtenir une chaire et qui n'a pas d'auditeur, ou pour un original livré en pâture à la médisance des Philistins et au caquetage des commères, ou pour un amoureux et conduit par sa belle. Tout cela, ce n'était pas moi. C'était tout au plus l'étoffe dont était fait le vêtement que je portais alors et que je changeais l'instant d'après pour un autre. Mais qui suis-je donc ? Je suis celui qui a écrit le monde comme volonté et comme représentation.